mon nom est Laurent Lucier. J'ai publié Un mal terrible se prépare aux éditions La Mèche en 2018. C'est l'histoire d'un vacancier dont on ne connaîtra jamais le nom, qui profite de ses vacances pour aller camper. Et plutôt que de camper à un endroit désigné pour le camping, il commence à nous expliquer que pour lui, le camping, ça peut se faire n'importe où, puisqu'il n'y a pas un endroit qui est objectivement plus beau qu'un autre, puisque partout on trouve de la nature, puis la nature, finalement, que ce soit dans un brin d'herbe ou une vieille branche d'arbre ou dans ses paysages les plus spectaculaires, ben, la nature, c'est la nature. Donc, lui, il s'installe sur le bord de l'autoroute et sur le bord de cette autoroute-là où poussent quelques friches quelconques, il fait une découverte. Il découvre une chauve-souris blessée ou malade, il ne sait pas trop, à côté d'une substance moussue et orange. Et la découverte de cette chauve-souris-là va l'amener à entrer en contact avec une organisation de bénévoles qui recueille les animaux, le réseau d'urgence pour la faune. Et il va décider de se joindre à eux pendant ses vacances, puisque de toute façon, il n'y avait rien de prévu en particulier. Et avec eux, il va se rendre compte qu'en fait, cette chauve-souris-là n'est pas un cas unique. Il y en a d'autres. Il y a d'autres animaux qui sont malades. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qu'on constate, c'est que ces animaux-là, il y a des boutons, comme de l'acné d'humains adolescents, là, qui apparaissent sur eux. Et que même des fois, ils en meurent. Et là, ils vont se mettre à enquêter et se rendre compte que c'est pas un accident ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. Et qu'est-ce qui est particulier avec notre protagoniste, c'est que non seulement, bon, il se lance dans cette quête-là, mais pour lui, c'est une occasion aussi de remplir un carnet de réflexion morale. Et ce qui fait l'intéresse moins que la leçon qu'il peut en tirer, ce qui fait qu'on le sent plus souvent occupé finalement à réfléchir aux conséquences de ce qui se passe autour de lui plutôt que de vraiment prendre part à l'action. Ce qui n'est pas sans lui nuire à certains moments et s'abandonne de manière souvent imprudente aux circonstances. Il en oublie là, les règles élémentaires de prudence. Et ce qu'il va faire donc au courant du livre, c'est d'accumuler une série de leçons morales qui vont venir conclure chacun des chapitres. C'est ça son projet de vacances. Donc avec ce livre-là, j'avais envie d'écrire au départ un livre de fables, vraiment au sens de fabriquer des petites histoires qui finiraient sur une morale, euh, tout en sachant que j'avais aucun message moral particulier à transmettre à personne. Mais c'est vraiment de construire des histoires qui aboutissaient sur une morale, puis le genre d'histoire que ça amène à construire, que j'avais envie d'explorer. Puis aussi, avec l'idée de fable, vient la référence à la nature. Puis je trouvais que la rencontre entre la nature des fables avec ces animaux qui incarnent des archétypes, là, euh, c'est le renard rusé, puis le, 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 le- le- la cigale insouciante, de faire rencontrer ces animaux-là, de les replacer dans le contexte d'une nature de bord d'autoroute, de friches, de vieux marécages, d'abords d'usines, dans le fond, le paysage naturel qui est notre paysage naturel euh, de ville, d'environnement, des abords de la ville. Quel genre de fable on pouvait faire dans un environnement comme ça? Quel genre, avec la nature qui est la nôtre maintenant? Euh, ça semblait assez prometteur. C'est l'occasion d'ailleurs de dire qu'est-ce que je fais dans la vie. J'ai étudié en urbanisme, c'est le domaine dans lequel je travaille, dans le monde municipal. Et puis, quand j'écrivais ce livre-là, j'étais beaucoup confronté à la fois au discours sur la nature, à ce paysage-là de bord de route, au paysage de friches, aux gens qui veulent protéger les friches. Et j'avais envie d'écrire un livre sur la nature aussi, dans l'idée que c'est un concept dans lequel on a mis tellement de choses qu'il y avait la littérature pouvait nous aider à les démêler. Donc, le déclencheur du livre, j'ai commencé à m'intéresser aux organismes bénévoles qui recueillent les animaux.
Après avoir, entre autres, visité le refuge Pajot dans la région d'Amos, je suis aussi allé visiter dans, euh, dans le sud de la Floride un refuge dans les Everglades. Puis les organismes qui recueillent les animaux, c'est, c'est vraiment des gens qui veulent faire le bien, puis en même temps, c'est plein d'ambiguïté morale parce que euh, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire pour cet animal-là quand on le trouve blessé, de le sortir de son environnement, au risque de le dénaturer? Quand on le relâche, est-ce qu'il va envahir l'habitat d'un autre animal? Donc, tout d'un coup, on essaie d'aider la nature, puis finalement, on se retrouve dans des positions qui l'humanisent encore davantage, où c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est bien, c'est quoi la bonne chose à faire. Et en plus, ben, ça a l'air du contexte parfait pour qu'il y ait des aventures qui arrivent. Les groupes de secours des animaux, ils peuvent avoir des véhicules spéciaux avec des accessoires à l'intérieur. Ça, c'est vraiment bien. Ce livre-là a pris un temps incroyable à faire. Euh, donc, je l'ai commencé en 2007-2008. Euh, j'ai dû l'écrire pendant à peu près 3 ou 4 ans. En 2011-2012, j'ai envoyé des manuscrits à, je sais plus, 7, 8 éditeurs. Euh, j'ai eu des réponses de presque oui, mais rien qui a abouti. Puis vraiment, j'étais passé à autre chose. Je travaillais sur un autre projet. Je comptais pas publier ce livre-là. Puis c'est là que j'ai eu un courriel en 2017 de La Mèche, où après un changement de direction éditoriale, euh, on était intéressé par ma proposition, puis on voulait faire le livre. Tout ça a été long aussi parce que j'ai jamais pu travailler à temps plein sur ce livre-là. J'ai toujours écrit le soir, le matin, la fin de semaine, au milieu de la journée, des fois pendant 3 jours, des fois pendant 3 semaines. Jamais plus que pendant 3 semaines. Et, euh, et c'est comme ça que je continue à travailler sur des retailles de temps encore. Nous revenions donc de notre expédition, forts de la certitude qu'il se passait quelque chose dans la forêt, mais autrement pas plus informés sur le rôdeur qu'avant notre départ. Voyions-nous là une raison de nous décourager? Nous butinions au contraire à travers le refuge, propulsés par un élan renouvelé qui nous précipitait dans un coin et l'autre et nous faisait accomplir les activités les plus diverses. L'ignorance dans laquelle nous nous trouvions, si elle pouvait ressembler à un échec, nous offrait en contrepartie d'infinies possibilités. Connaître signifie se soumettre aux faits qui dessinent les contours de nos choix bien limités. Là où la connaissance s'accroît, les options diminuent. Mais nous étions dans la situation inverse. Toute connaissance nous échappait, si bien que nous profitions d'un de ces rares moments d'euphorie où les options deviennent si nombreuses qu'il faut admettre que l'on peut tout faire. Or, nous avions justement beaucoup à faire, au point où Diane avait dû interrompre les travaux dans la zoozone, lesquels s'étaient allongés plus que prévu, et le docteur, ses dernières recherches sur l'acné, il se penchait sur une glande, car 2 jours plus tard, nous allions lâcher les balbuzards. La réhabilitation de balbuzards pêcheurs est une affaire ardue. Entre autres, ceux-ci ne mangent rien d'autre que quelques poissons frais du jour réduits en purée. Mais surtout, il faut à tout prix leur cacher l'essentiel. Ils ne doivent strictement jamais remarquer qu'ils ont quitté le nid et que des humains prennent soin d'eux. Comment faire? Douglas en avait une idée vague, mais il s'est mis à lire sur le sujet et après avoir comparé les différentes expériences, a bricolé une mère balbuzard à partir d'un faux crâne d'aigle à mâchoire articulée, recouvert d'une chaussette blanche, comme une marionnette. Son bec pouvait contenir de la purée et une caméra dans l'œil relayait les images aux marionnettistes complètement invisibles derrière. Et de cette manière, les petits se croyaient chez eux, et à aucun moment ne soupçonnaient la réalité. Le contraire aurait été très dangereux. Trop de contact avec l'homme imprègne un animal qui risque de développer progressivement des aberrations irréversibles de comportement. Il peut prendre pour sa mère une chose qu'il aperçoit par hasard et l'imiter ensuite jusqu'à la fin de ses jours. Être imprégné, ça signifie naître balbuzard, mais croire que l'on est autre chose, un humain volant, une variété de chat, un chapeau avec une longue plume. Un animal imprégné devient imprévisible puisqu'il a cessé d'obéir à sa nature. Il peut se produire, par exemple, que vous relâchiez un aigle et qu'après un temps, il attaque un couple qui jardine sur son balcon
ou qu'il griffe un enfant au visage parce que désormais, libre, votre aigle affamé exige sa moulée. L'animal dénaturé doit être maintenu captif, affirmait d'ailleurs le réseau d'urgence pour la faune dans ses prospectus. Au bout d'un mois, l'un des 3 petits balbuzards est mort à force de gratter le grillage. Il s'est ouvert une patte, et l'infection s'est répandue en quelques heures. À partir de là, Douglas s'est complètement démené. Il restait nuit et jour l'œil dans le périscope, et construisait en parallèle de nouvelles volières plus vastes, avec un étang d'eau et un cèdre nain. Et grâce à ses soins, les 2 autres ont grossi, sorti leurs plumes et appris les rudiments du vol. Les préparatifs du lâcher se sont accélérés, Dominique a lancé le concours Nommer les balbuzards, le public a proposé Flocon et Tonnerre, on a fixé la date pour le lâcher qui devait impérativement avoir lieu là, sur le bord du lac où ils étaient nés. On s'attendait en effet, chez Nordev, à ce que l'un des petits réintègre le nid, laissé vide de manière tragique par la maman balbuzard.